Salam alaikum, bonjour, bonjour. Alors, je reviens aujourd'hui face aux commentaires que j'ai reçus récemment par rapport aux dernières vidéos, par rapport à la crise algérienne que j'avais faite, et notamment au message que j'avais fait à Madame Naïma Saleh. J'ai été très surprise de l'engouement. En quelques heures, il y a presque 4000 vues. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, pour revenir, la situation est tellement critique que j'ai décidé, vu que j'avais donné que quelques éléments dans les deux précédentes vidéos, mais sans approfondir, j'ai décidé quand même d'en parler directement en vidéo. Parce que bon, le livre que j'écris, c'est bien beau, mais ça va probablement mettre du temps avant comment dire, de paraître au grand public. Et il y a comment dire, des choses que je n'ai pas encore finalisées, qui fait que ça peut mettre du temps. Et je me dis aussi que la situation est tellement urgente, voilà, qu'il faudrait qu'on comprenne mieux l'histoire de l'Algérie, l'histoire coloniale. Donc je vais en parler vite fait, enfin vite fait, je sais pas. Je pense que je vais prendre le temps d'en parler verbalement, on va dire ça comme ça, aujourd'hui en vidéo, pour parler de la colonisation par la France en 1830, et notamment de la problématique toujours de la région Est jusqu'à nos jours. Pourquoi on a les problèmes que l'on a en Kabylie, dans les Aurès, chez les Chaouis, dans le sud un petit peu, tout ça. Bon, la problématique est quand même généralisée à tout le pays, mais ceux qui en souffrent le plus en réalité, vraiment, sont au niveau politique, à tous les niveaux, sont la partie est de l'Algérie. Alors certains aiment à dire que nous nous victimisons, mais en fait on ne peut pas comprendre ce qui se passe tant qu'on ne comprend pas bien l'histoire. Alors j'ai décidé de vous parler de l'histoire de l'émir Abdelkader. Certains la connaissent, et d'autres pas du tout, ou ne connaissent que l'histoire officielle qu'on a eu tendance à leur donner. Et je voulais aussi parler de l'Est, de la résistance à l'Est, au temps des beyliks. Donc il y avait le beylik de l'Ouest, du côté de Mascara, de Tlemcen, de l'Oranie on va dire. Il y avait le beylik de Titeri, le beylik d'Alger et le beylik de Constantine. Et notamment le dernier bey de Constantine, qui s'appelle le Hajj Ahmed Bey. Et donc je voulais revenir justement sur ce que disait la petite fille Bengana, le Ferial Furan, donc avec son livre qui a fait un peu parler de lui lorsqu'elle était apparue à Canal Algérie. Voilà, parce que son grand-père en réalité coupait les oreilles des Algériens dans les années 50 et avait beaucoup collaboré avec la France. On a eu souvent tendance à montrer les Kabyles comme entre guillemets des harkés et des coopérants, et notamment par rapport à l'émir Abdelkader. Alors l'histoire elle est beaucoup plus mitigée que ça, et maintenant je vais vous raconter l'histoire et notamment ma propre histoire. C'est pas facile parce que c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi depuis des années, que j'avais décidé de révéler dans le livre, et que j'ai révélé récemment aussi à mon propre mari. Bon, pour faire court, on va dire ça, le Hajj Ahmed Bey est mon aïeul et mon arrière-arrière-grand-père. Il eut un fils qui s'appelait Mohamed Sharif, mais qui était mort à l'âge de 5 ans, mais il eut des filles. On a eu tendance à dire qu'il avait eu qu'une fille, une certaine Fatma Zahra, mais on ne connaît pas vraiment son histoire. Il a eu une fille qui s'appelait Falha.
Falha. F-A-L-H-A. Falha. Et c'était probablement une fille issue des Hanansha, puisqu'elle était mariée avec Nouri Ben Bukhari, qui était des Hanansha. Elle était probablement, c'est-à-dire la femme du Hajj Ahmed Bey. Je ne sais pas si c'est une Muqrani ou si c'est une Hanansha. Parce que je sais pourquoi, parce que la grand-mère du Hajj Ahmed Bey, mon arrière-arrière-grand-mère, c'était une Muqrani, Dhakriya bint Muqrani, qui était mariée avec Ahmed el-Khouli, le Bey, donc son propre grand-père, qui lui était purement turc. Donc Mohamed Sharif, son père, le père de Hajj Ahmed Bey, il n'était pas que turc, il était koulroli lui aussi. Il était moitié kabyle, moitié turc. Hajj Ahmed Bey est issu, donc, avec sa mère qui est Ruqya, Hadja Ruqya, qui était une kabyle bengala, et pas une arabe. Mais ça, c'est parce qu'on a la lecture colonialiste, et comme nous serions arabophones, automatiquement, nous sommes tous des arabes. Donc voilà, donc ensuite, il a eu une fille qui s'appelle Falha, qui s'est mariée avec Nouri Ben Bukhari. Il faut savoir que le Hajj Ahmed Bey donc, a été fait captif en 1848 où il s'est rendu. Il est mort en 1851, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas en 1850 mais c'est en 1851. Donc il avait sa fille, il avait la famille près de lui. Et donc quand ils sont arrivés en âge de maturité, donc Falha, elle est partie, elle a accouché à Zarouriya puisqu'ils y habitaient et que mon arrière-grand-père, lui, Yahya Keblouti, puisqu'elle s'appelait Yahya Falha bint Ahmed Bey. Voilà. Et j'ai tout ça, tout ce que je vous dis, j'ai les documents officiels, je les ai mis dans le livre. Je pourrais même vous donner, vous pourrez vérifier de vous-même, il y a 22 documents officiels dans la base des archives. Donc, elle a eu, donc Falha avec Nouri Ben Bukhari, elle a eu mon arrière-grand-père, qui lui finit commandant français. On ne le dit pas, mais parce que personne ne connaît l'histoire. Donc, qui a été Ara en 1928, qui a fait les 2 guerres mondiales, la Sien en 1919. Et quand il fut retraité, l'État français a décidé de le mettre commandant français. Il était très respecté dans la région de Constantine, Yahya Keblouti. Pourquoi? Parce que l'administration française savait qu'il était le petit-fils de Hajj Ahmed Bey. Elle a fait en sorte qu'il soit dans de l'élever, de les canaliser, toute la région des Hanansha, dans leur giron, pour pas qu'il y ait de rébellion. On parle pas aussi de Mohamed Keblouti, puisque Hajj Ahmed Bey a fait une alliance militaire avec la famille Rezghi, qui était près de lui, dont Mohamed Keblouti aussi fait partie, mais Nouri Ben Bukhari aussi fait partie. Donc je ne sais pas si c'est son frère, son oncle, parce qu'on m'a toujours dit que Mohamed Keblouti était aussi mon grand-père. Et ça, je suis pas très sûre, mais voilà. J'ai fait mes recherches, je n'ai pas plus d'informations, mais Kateb Yassine fait partie aussi de ma famille. Donc il y a plein de choses. J'ai mis l'arbre généalogique, et vous verrez ça dans le livre. Donc pour revenir, oui, Hajj Ahmed Bey a une descendance. Mais ça prouve aussi l'esprit qu'on n'a jamais cherché à connaître sa descendance. Et donc maintenant, pour revenir sur l'histoire propre de mon aïeul, on l'a toujours montré comme un cruel, notamment dans les récits de Charles Ferraud, historien, mais aussi Abdelkader était un traître. C'est lui qui a fait faire en sorte qu'il y ait la marche en 1837. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que mon aïeul, mon Hajj Ahmed Bey, en 1834, avait fait une énorme pétition auprès du Parlement britannique, où il y a plus de 2000 signatures de plusieurs chefs de tribus de tout le Baïlika de l'Est. Et en 1834, et c'est un parchemin qui fait 3 mètres sur 2 mètres de largeur, et qui est encore au Parlement britannique. Le émir Abdelkader n'a été fait émir que par les accords de Mitchells. Or, dans
Durrani, les tribus n'étaient pas d'accord. Il s'était promulgué, il faut connaître, il faut bien comprendre que l'émir Abdelkader se croyait l'héritier du prophète. Que son père, avec les Merzan et tout ça, avait dans cette idéologie de croire qu'ils étaient directement des descendants du prophète et qu'il était arabe. Le Hadj Ahmed Bey avait presque 25 ans de plus que comment dire, l'émir Abdelkader. Quand les Français sont venus négocier avec mon aïeul, ils n'ont obtenu vraiment aucun accord de sa part. Ils sont partis se retourner de l'autre côté, là où l'émir Abdelkader a fait un petit peu de résistance, où il avait commencé à faire de la résistance à l'âge de 22 ans. Il était très jeune, il était facilement soudoyable. Pendant 3 ans, de 1832 à 1835, il aura fait la guerre. Mais en 1837, avec les accords de la Tafna, il a signé carrément son autoproclamation d'être le chef de l'Algérie, et notamment de la région de l'Ouest. C'est très long à expliquer. C'est pour ça que je l'ai écrit dans le livre. Et en tout cas, le fils Mahieddin de l'émir Abdelkader, en 1871, à l'insurrection à Soqaras, puisque la région de ma mère, c'est de ce côté-là. Mohamed Keblouti a fait l'insurrection avec le Mouqarani, avec le Hadj Haddad. Et Mahieddin, le fils de l'émir Abdelkader, une fois que l'Abdelkader était parti en Syrie avec ses enfants, a fait de la résistance avec Mohamed Keblouti du côté de l'Est et de la frontière tunisienne, mais en 1872, on a des preuves, hein, on a des lettres, comme quoi il n'était pas du tout d'accord, qu'il avait traité mon aïeul Mohamed Keblouti carrément comment dire, de bandit, que Mahieddin fallait qu'il arrête sa résistance. Et donc, il était passé complètement de l'autre côté de la barre, depuis les accords de traité de la Tafna en 1837. Je vais m'arrêter parce que bon, j'ai mes enfants, et on continuera ça bien plus tard.